La fiscalité immobilière, c'est toujours un sujet compliqué. Quand on se lance, par où commencer? Est-ce que je dois faire du LMNP, loueur meublé professionnel, non professionnel, SCI à l'IS, SCI à l'IR? Est-ce que je dois faire la location nue, de la location meublée, du déficit foncier, du Pinel? Oh là là là. Bon, on va parler d'un sujet épineux, la fiscalité, et je vais te parler de deux choses, le LMNP et la SCI à l'IS, et bien sûr, comment choisir. Alors, on va commencer par le LMNP. On va résumer rapidement le LMNP, qu'est-ce que c'est? Loueur meublé non professionnel. C'est tout simplement le fait de faire une activité professionnelle, mais en bénéficiant de quelques avantages. À partir du moment où tu fais de la location meublée, décorée, etc., tu rentres dans cette catégorie à condition de ne pas dépasser les 23 000 euros, toutes charges comprises à l'année, de revenus, pas de bénéfices, de revenus générés. Donc ça veut dire que si jamais tu as 2 000 euros par mois de revenus locatifs, à la fin de l'année tu as 24 000, tu es au-dessus des 23 000. Si je suis au-dessus des 23 000, je dépasse donc le seuil du LMNP. Cependant, je ne bascule pas en LMP, loueur meublé professionnel, tant que je ne remplis pas la deuxième condition. La deuxième condition, c'est que les revenus générés par la location meublée doivent également dépasser les revenus du foyer fiscal. Ça veut dire que si monsieur gagne 20 000 euros, que madame gagne 20 000 euros, vous pourrez aller jusqu'à 40 000 euros sans pour autant basculer dans le LMP, loueur meublé professionnel. Jusque-là, c'est clair. Pour pouvoir bénéficier de ce régime, il suffit tout simplement d'acheter un appartement ou un immeuble en nom propre, au travers d'aucune structure juridique, et à partir du moment où vous exploitez un bien avec des meubles, vous êtes dans cette catégorie. Après, vous avez une autre catégorie, la SCI, donc Société Civile Immobilière, à l'impôt sur les sociétés. Vous avez deux types de sociétés, Société Civile Immobilière à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu. Globalement, à l'impôt sur le revenu, c'est comme si vous investissiez en nom propre. Ça ne change rien. Sauf que, en société civile immobilière à l'impôt sur le revenu, vous ne pouvez pas faire de location meublée. Il y a une tolérance de 5%. Bon, ça veut dire rien du tout sur la totalité du chiffre d'affaires généré par la structure. Autant dire que c'est zéro. Là où ça pourrait être intéressant d'utiliser une SCI à l'IR, je suis non marié, non pacsé, et je veux investir avec ma chérie, par exemple, qui a déjà 2 enfants, j'ai 2 enfants, et on a l'intention d'acheter une maison ensemble. On aimerait se protéger l'un l'autre tout en conservant les avantages de l'exonération de la taxation des plus-values des particuliers, lors de la revente bien sûr. À ce moment-là, je vais créer une société civile immobilière à l'impôt sur le revenu qui va me permettre de rédiger des statuts. Donc, ce sont des statuts juridiques, de l'écrit sur le papier. Je vais pouvoir prévoir qu'est-ce qui se passe si jamais je décède. Est-ce que ma femme se retrouve malgré elle associée avec mes enfants, ou est-ce que je prévois une clause qui protège ma copine actuelle et qui lui donne le droit de pouvoir rembourser la part à mes enfants sans qu'ils aient un droit de veto sur le bien. Ça ne veut pas dire qu'ils sont déshérités, ça veut juste dire qu'au lieu qu'elle se retrouve associée avec eux, elle pourrait très bien prendre un crédit pour rembourser ma part aux héritiers ou payer de sa poche aux héritiers la part tout en conservant la pleine jouissance du bien, donc c'est-à-dire la nue propriété et l'usufruit. Globalement, ça pourrait être intéressant dans ce genre de cas pour pouvoir justement détenir un bien dans une famille recomposée qui ne souhaite pas se marier ni se paxer. Ça pourrait être aussi intéressant pour des personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier, plutôt dans le patrimonial, tout en conservant également l'avantage de la taxation des plus-values des particuliers, sans pour autant être exonéré totalement, mais en ayant l'abattement pour durée de détention, puisque aujourd'hui, quand on achète en nom propre de l'immobilier, on a un abattement pour durée de détention sur la taxation des plus-values des particuliers, qui nous permet, au tout départ, c'est 36,2. Au bout de 20 ans, on a la plus-value des particuliers, 19% qui disparaît, et au bout de 30 ans, on a les prélèvements sociaux, puisque la plus-value totale, c'est l'impôt plus les prélèvements sociaux, donc ça fait 36,2%, qui se décompose en 19% plus 17,2% de CSG, CRDS. Donc ça veut dire qu'au bout de 20 ans, j'ai déjà 19% en moins, et au bout de 31 ans, je paye plus d'impôts sur les bénéfices générés par ma plus-value. Donc ça, si jamais je souhaite faire du patrimonial, détenir du bien sur du long terme, etc., et que j'ai pour ambition plutôt de faire une plus-value avec cette réduction, avec cet avantage fiscal, ça peut être intéressant. Ensuite, il y a la SCI à l'IS. Dans la SCI à l'IS, la plus-value va être très forte à la revente. Parce que l'avantage dont tu vas bénéficier tout le long de la détention de ton bien, ce qu'on appelle la dotation aux amortissements, qui va faire baisser la valeur nette comptable et que tu vas subir le jour de la revente. Alors c'est du charabia, je te le refais. En gros, tu as vu, tu achètes une voiture aujourd'hui. Dans 10 ans, on va dire, elle est plus cotée à l'Argus, elle vaut plus rien. Parce que sa valeur se dévalue dans le temps. Bon, l'immobilier, en l'occurrence, sa valeur augmente dans le temps. C'est-à-dire que le bien que tu achètes 100 000 aujourd'hui, dans 20 ans, il y a de grandes chances qu'il en vale 200 000. Sauf que l'État prévoit que ton bien immobilier va se déprécier comme une voiture. Et pour ce faire, il va te donner un avantage financier qui va te permettre de ne pas payer d'impôts en moyenne entre 5 et 10 ans.
quel est cet avantage? On va dire que si ce bien, tu l'achètes 200 000 euros tout compris, c'est-à-dire avec les travaux, machin, sa valeur est de 200 000 euros. Comptablement, on va prendre 200 000 et on va le diviser. Alors logiquement, c'est par 30, mais pour des facilités de calcul, on va le mettre sur 20. Donc on va prendre 200 000 euros divisé par 20 ans et donc tu auras 10 000 euros à déduire chaque année. D'accord? Donc c'est du déficit comptable qui s'impute en fait sur les bénéfices comptables, mais qui ne viennent pas enlever de l'argent de ta poche. Exemple, je fais 10 000 euros de bénéfices, je les mets dans ma poche. Et là, le comptable va dire les 10 000 euros que tu t'es mis dans ta poche, est-ce qu'il y a de l'impôt ou pas? Et là, on va faire 10 000 moins les 10 000 que j'avais en déficit à imputer, ben ça fait 0. Pourtant, j'ai toujours l'argent dans ma poche. Attention, c'est pas le terme, hein, mais j'essaie de le simplifier pour vous, puisqu'en fait, on doit décomposer les murs, les huisseries, le bâti, etc. Et en fait, c'est un calcul, c'est une ventilation qui se fait par le notaire, qui permet en fait de donner un total sur l'ensemble. Une fois que le comptable a pris l'ensemble de cette valeur, plus les travaux, plus les frais de notaire, plus les différents frais, on étale et en fait, on fait un micmac qui fait que ça répartit le déficit et ça te permet de ne pas payer d'impôts. Sauf que la problématique majeure qui existe et qui est un avantage en LMNP, c'est que quand tu es en SCI à l'IS, ok, à la fin, si comptablement tu as amorti les 200 000 euros, parce qu'à la base ton bien en vaut 200 000, tu l'as détenu 20 ans, comptablement tu as profité de cet avantage des 200 000 euros à déduire. Mais à la fin, ta plus-value ne sera pas égale au prix d'acquisition moins le prix de cession, c'est-à-dire j'ai acheté 200 000, je revends 400, normalement ma plus-value est de 200 000. Sauf que là, ça se passera pas comme ça. Ça sera égal à la valeur nette comptable du jour. Donc ça veut dire que si tu le vends dans 20 ans, tu as amorti les 200 000, ton bien vaut 0 comptablement. Donc si tu le vends 400, ta plus-value sera égale de 0 jusqu'à 400 000. Et donc tu te feras allumer à la fin. Alors là, tu vas me dire, putain, mais j'avais mis... Vu comme ça donne pas envie. Ah oui, mais ça donne pas envie, mais attends, pas fini. Quand tu comprends ce levier-là, la différence avec le LMNP, c'est que tu bénéficies de tous les avantages que je t'ai cités ici, de ne pas payer d'impôts grâce à la dotation des amortissements, la ventilation des différents postes, etc. Sauf qu'à la fin, tu ne subis pas la dotation des amortissements. C'est-à-dire que si ton bien vaut 200 000, que tu as amorti 200 000, dans 20 ans, tu le revends, tu ne vas pas subir ce que tu as amorti. Et c'est là où ça devient magique. C'est-à-dire que là, ta plus-value sera égale au prix d'acquisition moins le prix de cession. Pas le premier euro amorti au prix de cession. Tu as un avantage financier tout au long de la détention, puisque ça te permet de ne pas payer d'impôts, et en plus, tu ne subis pas cet avantage le jour de la revente. Tu comprends? Donc ça, c'est vraiment cool. Les deux leviers sont totalement différents. Alors là, sur le papier, le LMNP, tu vas me dire, ah ouais, banco, magnifique. Bon, mais c'est limité à 23 000. Ou les revenus du foyer fiscal. Le LMNP, pour commencer, c'est génial. Tu commences, tu vas au plafond, il n'y a pas de problème, c'est facile. Tu ramasses du bénéfice direct dans ta poche, c'est simple à faire, il n'y a pas de structure juridique, c'est quand même encadré par un expert comptable. Parce que si c'est pas encadré par un expert comptable, ça veut dire que tu n'utilises pas le bon levier. Dans le LMNP, tu as deux leviers. Soit tu fais micro-BIC, ça veut dire que les bénéfices, pas le chiffre d'affaires. Hein. C'est-à-dire que si je fais 23 000 euros à l'année, je ne serai pas imposé sur les 23 000. Je serai imposé sur les 23 000, moins les travaux, moins les charges, moins les intérêts du crédit, moins la part de frais de notaire, moins en termes d'imposition. Si jamais tu utilises de la mauvaise façon le LMNP, tu vas prendre par exemple l'abattement forfaitaire de 50% sur les revenus générés. Donc exemple, tu as 20 000 euros à l'année de revenus, d'accord, LMNP. L'État va te dire, oh là là, te prends pas la tête. Non, tu coches la case là et je te fais cadeau de 50%. Ah putain, mais c'est génial. Ok, bon, je coche 50% en moins, donc je suis imposé sur les 50% restants. Ok, donc ces 50% restants, comment ils sont imposés? Tranche marginale d'imposition plus les prélèvements sociaux. Donc si jamais tu gagnes entre 28 000 euros et 82 000 euros à l'année, tu es dans la tranche à 30%. Et donc les bénéfices générés, donc c'est-à-dire les 20 000 euros moins les 50%, il te reste 10 000. Ces 10 000, on va prendre 30% de 10 000, donc 3 000 euros. Et on va prendre également 17,2% de 10 000 et donc 1 720 euros. Donc au total, tu auras donc 4 720 euros à payer sur les 10 000 euros de bénéfices que tu as générés. Si jamais tu fais l'erreur d'écouter l'État qui te dit de cocher la petite case. Donc si jamais tu ne fais pas cette erreur-là, tu rentres dans les frais réels. Quand on rentre dans les frais réels avec le calcul de la dotation aux amortissements, avec tous les calculs savants qu'il y a à faire, etc., prends un expert comptable. Voilà, tu te casses pas les têtes. Hein, voilà. L'expert comptable, il va s'occuper de tout. Les frais que l'expert comptable va générer sont aussi une charge déductible du bénéfice taxable. Et à ce moment-là, là, tu peux tout déduire. Les intérêts d'emprunt, tu peux déduire les frais de notaire, les frais d'agence, les frais d'acquisition, les travaux, les déplacements, un ordinateur pour gérer le bien, des frais téléphoniques si jamais tu as besoin. La liste est non exhaustive. Donc à partir du moment où tu arrives à prouver la corrélation entre tes frais, tes charges et le développement de ton bien, son organisation, sa gestion ou autre, tu peux déclarer sans problème. Et à ce moment-là, tu verras qu'au lieu de payer 4 700 euros sur 20 000, tu paieras 0 pendant 7 à 10 ans. Donc, on ne coche pas la petite case. De l'autre côté, quand on arrive sur la SCI à l'IS, comment ça se passe? Je génère
20 000 euros de bénéfices à l'année. Je vais donc être imposé 2 fois, peut-être, ça dépend ce que je fais. Mais en gros, globalement, je paye 15% d'impôts sur les bénéfices. Ce n'est pas moi qui paye les impôts, hein, d'accord? J'ai créé une personne morale. Moi, je suis une personne physique, Jérémy physiquement présent. Personne morale, société que je viens de créer. Cette personne morale dans laquelle je suis associé avec une tierce personne, soit avec une personne physique. Donc je peux très bien créer une SCI avec mon fils, ma femme, un ami, peu importe. Comme je pourrais le créer avec ma holding. C'est-à-dire que je crée une holding et je m'associe à moi-même. C'est-à-dire que je m'associe à une personne morale. Je peux le faire aussi. Donc une fois que j'ai créé ma société civile immobilière, qu'est-ce qui va se passer? C'est que elle, c'est une personne à part entière. Et elle n'est pas comme sur la SCI à l'IR, où là je suis en transparence fiscale. C'est-à-dire que, à part l'avantage de rédiger des statuts, l'imposition reste la même que si j'étais en nom propre. Là, si je suis en société civile immobilière et l'impôt sur les sociétés, je suis en impôt sur les sociétés. Et là, automatiquement, la différence, elle se fait tout de suite. Si je fais 20 000 euros de bénéfices, exemple, je vais donc payer un premier impôt, donc 15% de 0 à 42 500 euros. Et une fois que j'ai payé ces 15%, qu'est-ce que je fais de l'argent? Soit je me le verse directement dans ma poche et donc je dois m'acquitter de la flat tax, 30%, donc 30% à payer supplémentaire que je vais forcément devoir donner à quelqu'un, c'est comme ça, hein, ça fait partie du jeu. Ou alors, je suis intelligent, je réfléchis un petit peu et je me dis après tout, je me suis associé avec ma holding. Si jamais tu as fait ça, hein, c'est une bonne option. Et si je remontais les dividendes de ma SCI directement dans ma holding avec un régime mère-fille, qu'au lieu de payer 30%, je n'étais juste imposé que sur 3-4%, c'est un léger frottement fiscal dû au régime mère-fille, et donc j'économise au total sur la somme que j'envoie dans ma holding, j'économise au total presque 25%, un peu plus de 25% même d'imposition, et comme je n'ai pas donné ces 25% à l'État, eh bien qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien les impôts non payés, je vais les utiliser pour les rebalancer dans une nouvelle SCI, et donc je vais les investir par exemple dans un apport pour réinvestir dans l'immobilier, et en fait, si je continue comme ça dans tous mes investissements, toutes les flat tax non payées, eh bien je les envoie dans un nouvel investissement pour pouvoir utiliser les impôts non payés pour lever plus de crédit. Et finalement, ça devient magique. À ce jour, il faut comprendre que la fiscalité immobilière, elle est large. Il y a plein de choses à savoir. Chaque statut a ses avantages et ses inconvénients. Comme j'ai pu le dire, il y a des avantages à faire une SCI à l'IR. Il y a des avantages à faire une SCI à l'IS. Il y a des avantages à faire du LMNP. Maintenant, est-ce que je dois faire que l'un que l'autre? Non. Il doit y avoir vraiment une stratégie d'optimisation, d'utilisation des différents leviers pour la création de sa propre stratégie. D'une personne à une autre, les objectifs sont pas les mêmes, le secteur d'investissement n'est pas le même, notre base imposable n'est pas la même, avec qui on investit, ce n'est pas pareil. Est-ce que j'investis avec ma femme, avec mon mari, avec mon conjoint, avec la personne avec qui je suis pacsé, avec des amis, avec mes frères et sœurs, auquel cas la SARL de famille peut être intéressante, la SCI familiale, il y a plein de leviers. Comme je dis toujours, un homme averti en vaut deux. C'est pour ça qu'il faut toujours se former, ne jamais prendre des conseils que vous pourriez entendre pour argent comptant. Toute stratégie doit être dessinée comme ça. Quelle est ma tranche marginale d'imposition? Donc du coup, quelle est ma manne financière? Quel est mon taux d'endettement? Quel est l'argent que je possède de côté? Quelles sont mes connaissances et quels sont mes objectifs? Une fois que j'ai réuni tout ça, je me pose 2 secondes et là, je me dis, est-ce que j'ai les compétences nécessaires pour dessiner ma propre stratégie? Si ce n'est pas le cas, je t'invite à te former. Si tu veux en savoir plus sur l'investissement immobilier, en dessous de cette vidéo, tu vas avoir une autre vidéo dans laquelle je te détaille encore un gros bangers, voilà, pour t'apprendre sur l'investissement immobilier, des choses que tu n'as jamais entendues nulle part. Donc je t'invite à regarder cette vidéo et à la fin, tu auras même la possibilité de réserver un appel avec un membre de mon équipe pour avoir une analyse de ta stratégie complète et justement savoir par où commencer. Ensuite, si jamais ce n'est pas suffisant, je sais pas, hein, des fois il y a des personnes qui ont besoin de plus. Tu peux te rapprocher d'un expert comptable, tu peux te rapprocher d'un avocat fiscaliste. Chacun voit midi à sa porte. Je dis juste que la meilleure stratégie, c'est celle qui répondra à tes besoins et qui s'adaptera à tes problématiques. Et bien sûr, qui te donnera les meilleurs résultats. En attendant, j'ai vraiment été très heureux de faire cette vidéo. J'espère que tu en as appris plus sur l'investissement immobilier. Et bien sûr, comme d'habitude, je te dis à bientôt pour plus de conseils.